Didier Lustig pour une session spécialement consacrée à l'astrologie mondiale, puisque effectivement on nous promet des échéances importantes pour les années 2010 à 2012. Il s'agirait de faire le point et puis de faire entendre votre voix, qui espère celle de la sagesse et de la mesure. J'espère que vous allez calmer le jeu, monsieur Lustig, ou bien au contraire, allez-vous confirmer les alarmes et les alertes de vos confrères? Que disent-ils, ces confrères? Alors écoutez, nous avons assisté tous les deux, entre autres, à ce colloque de sources de Saint-Hermès. Donc il y a eu plusieurs sons de cloche. Est-ce que tout le monde disait la même chose? Je ne suis pas certain. De toute façon, je n'ai pas suivi intégralement parce que j'ai été occupé aussi à l'extérieur de la salle. Mais j'ai eu le sentiment qu'on n'avait pas appris grand-chose. Surtout, ce qui me paraît un peu ennuyeux, si vous voulez, c'est que il n'y a pas eu un maître du jeu, si vous voulez, quelqu'un qui il aurait fallu faire une réunion au début du congrès en confrontant un peu les points de vue des uns et des autres, en voyant si on peut dégager une méthodologie, un modèle. Bon, là, tout le monde est arrivé avec ses trucs, ses textes déjà tout prêts, donc il n'y a eu aucune concertation, et comme tous ces congrès d'ailleurs qui sont organisés par ces gens-là, ça n'avance pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas de confrontation. Or, seule la confrontation permet l'harmonie. C'est un paradoxal, mais si on ne fait pas conscience, on ne prend pas conscience de ces différences, et si il n'y a pas des positions qui finalement paraissent plus cohérentes que les autres, quitte à ce que celles qui sont évacuées, on les évacue, n'est-ce pas? Moi, je n'aime pas beaucoup l'irénisme au niveau de la recherche scientifique. Il y a toujours des gagnants et des perdants dans toute confrontation et dans toute recherche. Oui, mais au-delà même de ce point de vue, j'ai eu quand même le fort sentiment de rester sur ma faim lors de ce colloque. De toute façon, vous n'avez rien à attendre, vous avez beaucoup à apporter. Vous êtes très aimable, Jacques. Non, parce que vous parlez comme si vous étiez un kidam qui débarquait. Oui, absolument. En fait, vous avez absolument. Je voulais ce jour-là me mettre à la place du Candide. Voilà. Et le Candide a été quand même très déçu. Oui. Vous l'avez su par notre contact ou c'est vous en tant que Candide? Ou c'est les vrais Candides qui vous ont donné leur avis? Ah non, moi ça ne m'a pas du tout plu. Hein. Il y a eu peut-être une intervention qui rentrait à peu près, ou deux, hein, qui rentrait à peu près dans le cadre du sujet traité, oui, et c'est tout. Alors, donc, qu'est-ce qui a manqué, alors, finalement à part que les gens n'ont pas parlé du sujet... les gens n'ont pas parlé du sujet. J'ai entendu il y en a certains qui ont... Par exemple, celui qui a parlé sur Pluton en Capricorne, il a beaucoup digressé, par exemple. Il a beaucoup digressé. Il a parlé de tout ce qu'on voulait, et puis il a parlé quelques minutes de Pluton en Capricorne. Oui, absolument. J'ai trouvé l'intervention de... comment s'appelle-t-il? L'organisateur. Yves Lenoble. Yves Lenoble. Je l'ai trouvé quand même maigre. Très maigre. Très saturnienne. Il a donné peu d'informations. Enfin, lui, il a eu le mérite, enfin, si on peut dire, bien que je ne cherche pas forcément à être son avocat, il a eu le mérite, entre guillemets, de renvoyer à une autre époque, une autre période. Oui. Alors, ça, ce qu'il disait. C'est pas inintéressant au niveau de la méthode, c'est pas inintéressant. Ce qu'il disait n'était pas inintéressant, certes, mais il me semble que ça ne répondait pas véritablement à l'attente du public vis-à-vis de l'annonce du sujet de ce colloque. Et puis... le public était déjà quand même des gens souvent avertis. C'est pas le grand public qui vient à ces congrès, oui, vous imaginez bien. Hein. Voilà. Et donc, finalement, la seule intervention qui m'est apparue, disons, d'un certain niveau, c'était celle de l'astrologue anglaise. Lynn Bell. Lynn Bell. La cloche. Oui, voilà. Bon, voilà, qui a fait
un travail assez approfondi sur les effets d'Uranus en Bélier, hein, au fil de l'histoire. Malheureusement, j'ai pas pu suivre cette conférence. Ben ça, c'était bien illustré, c'était assez vivant, et puis elle a des anglicismes délicieux. Oui, hein. oui, voilà. Elle était sympathique. Hein, voilà. Après, le reste, je n'ose même pas en parler. D'accord. Bon, alors écoutez... Et encore. Moi-même, j'ai plus de raisons que vous d'être critique, puisque j'utilise effectivement une astrologie très particulière, alors que vous, finalement, vous pratiquez l'astrologie à peu près dominante. Donc, ce n'est pas tellement les outils ou les repères que vous allez remettre en question. Non, vous allez dire, oui, il y a bien un trigone là, il y a bien un carré là, il y a bien ceci là, il y a bien Neptune là, Pluton. Donc votre point de vue, votre critique, elle est plutôt au niveau de l'interprétation de ces données, que les données elles-mêmes qui sont ce qu'elles sont. Ma critique, non, elle est plutôt concernant le contenu que j'ai trouvé donc l'interprétation. Très pauvre. Oui, mais on pourrait, par exemple, penser à des interprétations divergentes par rapport à ce que je pensais. La question n'était pas là, c'est que c'était très pauvre. Oui. C'était très pauvre, c'est-à-dire que il y avait très peu d'arguments purement astrologiques, un symbolisme à peine effleuré, une méconnaissance grossière de règles de base, enfin tout ça n'est absolument pas digne d'un congrès astrologique français. Je pense notamment à ces amis belges qui ont fait le déplacement. Madame Lastry, notamment. Qui elle aurait parlé d'autres choses encore. Pardon, elle a parlé de l'astrolocation, localisation. Ah oui. Oui, bon. Ça n'entrait pas dans le cas. Disons qu'elle n'a pas appliqué ça véritablement à la situation actuelle. Voilà. Mais bon, des amis belges ont fait le déplacement, ils ont été déçus parce que ce sont des gens qui ont une certaine... Monsieur Jean-Marie Michel, qu'on a interviewé, et dont l'interview d'ailleurs... Je me souviens quand même que l'interview que vous avez avec Monsieur Michel... Enfin, l'interview... Votre sur le pas de la porte, oui. Est déjà en ligne depuis déjà plusieurs semaines. Ah oui. Ah oui. Donc déjà, vous figurez... vos propos pendant le colloque ont déjà été mis en ligne. Voilà, sur le pas de la porte. Non, pas sur le plat. Dans la oui, salle, c'était sur le pas de la porte. On peut appeler ça comme ça. C'était amusant, même. On n'est pas là. D'ailleurs, à un moment donné, c'était un peu cocasse parce qu'en fait, j'étais un peu indiscret parce qu'au début, j'ai commencé à vous filmer sans que vous le sachiez. Et alors, vous commencez à parler de votre vie sentimentale. Ah oui. Ça paraît aussi. C'est une discussion d'astrologue. Voilà. Puis après, ça va plus. Enfin, vous devriez écouter ça. C'est assez intéressant. En tout cas, vous êtes déjà. Au moins, Monsieur Michel, c'est vous, on ne vous a pas fait attendre. Hein, parce qu'une semaine après le colloque, vous étiez déjà en ligne, quand même. Hein. Ah, mais j'irai voir ça. Ben, vous pouvez aller voir. Bon, alors écoutez, donc, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous confrontions éventuellement nos analyses, puisque c'est vrai qu'on n'a pas jugé bon ni de vous inviter, ni de m'inviter à intervenir dans ce colloque. Donc ça va être une sorte de colloque bis, le complément au colloque, le troisième, voilà. Et parce qu'effectivement, je crois que... alors comment... Bon, alors en vous écoutant, on a l'impression que vous avez une idée assez claire de la façon dont on devrait présenter les choses. On ne parle pas des résultats, mais quelle est la qualité du propos, des arguments qu'il faut réunir pour... être au bon niveau. Oui. Ah, pour que le débat se situe à un niveau décent. Je pense que quelle que soit la méthode employée, il faut approfondir les choses suffisamment pour pouvoir tirer des idées intéressantes. Montrer l'exemple. Par exemple, évidemment, quand on parle d'astrologie mondiale, on va volontiers parler de ces cycles planétaires, ce dont il a été faiblement question, mais peut-être est-ce le moment de faire part de mon point de vue? Oui, ben oui, justement. Hein? Oui. Voilà. Alors, personnellement, je suis très attaché à l'importance des planètes transsaturniennes dans le développement
de l'histoire moderne et contemporaine. Je pense que ces planètes, je ne suis pas le seul bien entendu. Enfin, je pense que ne me comptez pas parmi les personnes. Je sais bien, non, je sais bien. Mais ni davantage Denis Labouré, par exemple. Oui. Voilà. Je pense que ces planètes sont vraiment représentatives des temps où nous sommes. Alors justement, ce qui me paraît intéressant, c'est que il y a d'abord un parallèle à faire entre les configurations de la première grande crise économique mondiale, donc qui a fait suite au krach boursier de novembre 1929, et les 4 ou 5 années qui ont suivi, et les configurations qui étaient dans le ciel au moment du krach de septembre 2008, hein, avec l'effondrement de la banque Lehman Brothers. Et évidemment, ce qui me paraît intéressant, c'est de suivre l'évolution de ces cycles. Mais venons-en donc aux configurations de 1929 et des années qui ont suivi. Eh bien, il y a eu à ce moment-là, il suffit d'ouvrir les éphémérides, des rapports entre Jupiter et Saturne, d'une part, et d'autre part, Uranus et Pluton, qui n'étaient formés que d'opposition et de carrés. Hein. Je peux vous le dire d'une manière un peu plus claire, c'est que cette crise de 1929 a donné lieu, dans les 4 années qui ont suivi, à 6 dissonances majeures. Oui. 6 dissonances majeures. Vous voulez... Oui, enfin, on va faire... Non, mais est-ce que je peux vous montrer ça sous forme de carte du ciel? Oui, c'est bon, montrez-les. Ah oui, ça me paraît... J'ai mis ma caméra en conséquence, oui. Ah, voilà. Alors, nous allons voir ça. On va voir ça tout de suite. Ah oui, vous avez carrément préparé quelque chose. Ah, mais j'ai fait un diaporama, j'ai fait une conférence. Ça pouvait donc être projeté, effectivement. J'ai fait plusieurs conférences là-dessus. Voilà. On pourrait évidemment carrément la filmer. Ou alors vous nous passeriez le DVD, je ne sais pas. J'en viens rapidement à notre propos. Voilà, les cycles planétaires dans l'histoire. Oui, alors ça, comme c'est une conférence que j'ai faite devant un public non averti, oui. J'ai parlé de ce qui était les cycles planétaires. Oui. Mais ce qui peut nous intéresser maintenant, ce sont les configurations donc qui ont suivi la deuxième, qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Oui, finalement, oui. Voilà, la crise des années 30. Donc, le krach boursier est intervenu en novembre 1929, et si on prend par exemple le ciel du 15 juin 1931, nous avons donc une opposition entre Jupiter et Saturne. Bon, ma foi, c'est quelque chose d'assez classique, mais la chose intéressante, c'est que Jupiter est en conjonction de Pluton, au carré d'Uranus, et que Saturne, dans le Capricorne, est également au carré d'Uranus. Donc, nous avons bien ces 4 acteurs que sont Jupiter, Saturne, les 2 planètes traditionnelles, et Uranus-Pluton, qui forment respectivement des carrés, des oppositions et des conjonctions. Tout cela dans des signes cardinaux. Et oui, dans les signes cardinaux, justement. C'est ça qui me paraît intéressant. Les signes cardinaux étant les signes les plus puissants, hein, dans le sens que... On va le retrouver d'ailleurs actuellement. Voilà, dans le sens où ils contiennent toute l'énergie de la saison. Hein. Voilà. Oui, là-dessus, on est d'accord sur l'importance des signes cardinaux. Voilà, si on prend l'accession de Hitler au pouvoir, eh bien, on se retrouve dans une configuration pratiquement exacte du carré entre Uranus et Pluton. Hein. En fait, je l'ai dit dans ma conférence, le carré était exact 40 jours plus tard. Voilà. Le moment de l'accès de Hitler au pouvoir. Voilà. Oui, absolument. Alors, ce qui est tout à fait
intéressant, c'est d'observer que la chute donc de la maison Lehman Brothers est intervenue lors de la première opposition entre Saturne et Uranus. Vous voyez que ici, cette opposition est en train de se former, il y a 7 degrés d'écart, cependant, le Soleil était à la conjonction de Saturne et entraînait en quelque sorte l'énergie de Saturne pour l'amener à l'opposition d'Uranus. Voilà. Alors, si l'on considère la crise actuelle, là c'est une diapositive qui montre l'état du ciel dans quelques mois, 1er août 2010. Oui. Alors je l'ai fait à dessein parce que à ce moment-là, nous avons une conjonction Jupiter-Uranus à l'opposition de Saturne, et puis cette même conjonction se trouve au carré de Pluton, Saturne est au carré de Pluton également. Yes. Voilà. De même, dans les signes cardinaux, toujours le Bélier et le Capricorne, mais cette fois-ci, Saturne est en balance. Autrement dit, c'est le signe du Cancer qui est vide. Alors que la fois précédente, c'était... c'était le contraire. On remontait la fois précédente. Là, voilà. Voilà, la fois précédente. Non, c'était le signe de la balance qui était vide, c'est ça. C'était le signe de la balance, et là, c'est le Cancer. Un des 3 signes cardinaux qui sont vides dans chaque cas. Voilà, exactement. Donc, cette crise actuelle va se prolonger, puisque 4 ans plus tard, nous avons toujours à peu près la même configuration, si ce n'est que Saturne est sorti du lot, mais nous avons toujours ce fameux carré entre Uranus et Pluton. Oui, ça c'est le problème des planètes transsaturniennes, c'est que ça dure longtemps. C'est que ça dure longtemps. Et cet aspect-là va donc se prolonger, même au-delà de 2014, on peut dire que... une question d'orbe aussi. Voilà, même si l'on accepte une dizaine de degrés d'orbe, eh bien, la configuration va se prolonger jusqu'en 2015. Oui. Alors, évidemment, ce qui est préoccupant, c'est que ce sont les mêmes acteurs dans le même type de signe. Oui. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire nécessairement que les mêmes causes vont entraîner strictement les mêmes effets, justement, et c'est tout l'objet de ma réflexion. Oui, d'accord. C'est que 80 années ont passé, depuis lors, et ce à quoi je vous invite, c'était une réflexion sur le sens de ces planètes transsaturniennes au plan collectif aujourd'hui. Dans quelle mesure ces planètes ont acquis une dialectique résolument contemporaine. Alors, Uranus, le ciel, bien sûr. Eh bien, à quoi assiste-t-on? À la densification du réseau aérien. Il y a des avions à chaque instant et dans tous les sens. Autrement dit, la Terre ressemble à une ruche bourdonnante. Le ciel est zébré en permanence des traces laissées par les réacteurs. Et puis, nous sommes dans un moment absolument extraordinaire où l'on explore l'univers. Notamment grâce à Hubble, on est en train de parvenir à remonter le temps. En quelque sorte. Oui. Et on est sur le point, en fait, de montrer la naissance de l'univers, ou plus exactement, quelques millions d'années après le Big Bang. Voilà. Et je trouve ça à la fois absolument extraordinaire, et quelque part, je trouve cela aussi extrêmement dangereux, dans le sens où il s'agit d'une transgression majeure. C'est le problème de l'oubli, c'est la transgression de l'oubli. Voilà. On est censé oublier certaines choses pour avancer. Oui, et puis de voir comment l'univers est né, pour moi, c'est un petit peu comme voir notre propre conception. Autrement dit, voir nos parents
faire l'amour pour nous concevoir. Ouais. Oui. Ou du moins assister à la naissance, par exemple. C'est pour ça c'est plus banal. Oui, ah oui, mais c'est ça. Là, c'est vraiment l'histoire J'aimerais bien voir le du film du moment secret. où j'étais né. Ah oui, vous deviez être déjà très, Mais je sais pas. très énergique. Ouais. Voilà. Alors, on assiste à une accélération subjective, bien entendu, du temps, hein, Oui. dans la mesure où les progrès technologiques deviennent extrêmement rapides. Et puis, on assiste aussi, oui, à une expansion extrêmement forte de la population mondiale. Quand nous ne sommes quand même pas des ancêtres, hein, vous et moi, et je me rappelle très bien de ce que quand j'avais une dizaine d'années, eh bien, mon père me disait, ah, mais tu sais, nous sommes 3 milliards d'habitants sur la Terre. Voilà, 40 ans ont passé, et voilà que maintenant, on en est à plus du double. Oui. D'accord, ça on est donc continué, donc vous avez des... Donc, voilà. votre... Alors, nous sommes dans le monde... voilà le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le monde de l'instant. Or, Uranus, c'est l'abolition du temps au profit de l'espace. Hein. Uranus abolit le temps, puisqu'il le ramasse en un instant concentré. Hein. C'est l'espace au détriment du temps. Et effectivement, nous sommes dans le règne de la communication instantanée. Nos téléphones portables, hein, qui nous permettent de communiquer individu à individu, chacun à l'autre bout du monde, vous en avez fait l'expérience, comme beaucoup d'entre nous. Nous pouvons envoyer des photographies, des musiques à l'autre bout du monde par le biais d'Internet. Bon, nous sommes dans le monde de la communication instantanée. Et puis, quelque chose de très uranien aussi, c'est la place prise par l'informatique dans notre vie quotidienne. Toutes les procédures, hein, qu'elles soient administratives, économiques, privées, etc., sont informatisées. Autrement dit, on stocke des informations de plus en plus précises sur chaque individu, sur chaque entreprise, pas nécessairement à des mauvaises fins du reste. Hein. C'était moins vrai en 1930, on est d'accord. Comment ? C'était un peu moins vrai en 1930. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout les outils. Donc non, mais je veux dire, ça fait ce que je veux dire, la différence entre cette époque-là et la nôtre. Alors, ce que je veux dire, c'est que depuis 80 ans, pour parler d'Uranus, eh bien, celui-ci a étendu en quelque sorte son influence sur l'humanité tout entière. Et puis, la naissance d'une réalité virtuelle, oui, hein, par l'informatique, oui, bien sûr, hein, les jeux, on peut voyager maintenant simplement en regardant Google Earth. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui. On peut se promener dans les rues de Bangkok. Ah, mais absolument, absolument. On peut explorer les côtes de l'Afrique. J'aimerais bien aller faire un tour à Jérusalem par le biais de Google Earth. Mais oui, on peut y aller tout à l'heure, si vous voulez. Ah oui, ça m'intéresse. Voilà. On peut se promener dans les rues principales de la ville. Ah oui. Oui. Comme si on était dans la rue en train de se balader. Oui, alors ça c'est valable pour les grandes villes en Europe. Maintenant, je ne sais pas. Oui, enfin, en tout cas, je sais que pour Moscou, j'ai des amis qui habitent au centre de Moscou. J'ai pu voir exactement le port de leur immeuble, la voiture garée devant, etc. Et ça fonctionne. Excusez-moi, c'est un détail. Ça a été filmé ou bien oui, c'est la filmé. caméra qui. Ça a été pré-filmé? Oui, c'est pré-filmé. Ce sont des voitures automobiles qui circulent dans les rues et qui filment. Ah oui. Avec l'autorisation des autorités, je suppose. Enfin, bon. Oui. Donc c'est comme ça. C'est comme si on était en train en voiture. Ils filment toutes les rues de Paris, par exemple. Ah, il y a toutes les rues de Paris. Et tout ça, simplement en faisant passer une voiture dans la rue en question. Oui. La rue du Cardinal Mercier a été filmée. Ah, mais absolument. Hein, ça s'appelle des Google Cars. D'accord. Bon, enfin, ce qui me gêne un peu dans alors, attendez, c'est pas fini. Oui. Et puis, il y a le renforcement de l'individualisme, qui est un trait très particulier à notre époque. Et, bien entendu, tout cela est en lien
très clair avec Uranus, qui est la planète individualisante par excellence. Donc, il y a cette sorte d'immaturité de l'homme contemporain, dans le sens où il refuse de vieillir, dans le sens où il se soustrait autant que possible à la loi du temps. C'est la revanche du père sur le fils, donc la revanche d'Uranus sur Saturne en quelque sorte. Alors, tout ça, ce sont quelques traits généraux qui appartiennent véritablement au symbolisme d'Uranus et dont on peut dire que il caractérise notre époque. Alors, je dirais aussi qu'il y a, paradoxalement, et c'est sans doute un bien, une conscience planétaire qui est en train de se dégager. Oui. Puisque chacun peut communiquer avec chacun, quel que soit le lieu, eh bien, il y a effectivement la conscience, donc supranationale, d'appartenir à une humanité commune. Voilà. Ça, c'est également quelque chose qui est complètement nouveau, qui est permis donc par Internet, mais qui est permis aussi par la facilitation des transports. Alors, dynamisation, oui. Uranus est une planète qui dynamise dans le sens où elle intensifie les processus, et explosion, alors, pas dans un sens accidentel, hein, c'est explosion dans le sens de explosion de la population, explosion des moyens technologiques, explosion du temps. Voilà. Donc, on pourrait dire que désormais l'homme a la capacité de tout savoir, ou en tout cas tel est le but qu'il s'est assigné. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'homme omniscient. Oui. Venons-en maintenant à ce qu'est devenu Neptune. Eh oui, Neptune maintenant. Neptune est lié bien sûr aux océans, puisque c'en est le dieu, et les océans, ce sont eux qui déterminent le climat, en grande partie. En tout cas pour tout ce qui est en rapport avec les précipitations. Alors, à quoi assiste-t-on? De même que la densification du transport aérien, il y a une densification du transport des matières premières et des marchandises, dans les différentes mers et océans du globe, mais avec une grande force, puisque en fait la Manche, hein, la mer du Nord et la Manche, sont une véritable autoroute pour transporter nos ressources énergétiques et pour exporter les produits que nous fabriquons. Et puis, avec Neptune, vous avez toujours cette notion de disparition. Et là, il y a la disparition des frontières politiques et naturelles. Maintenant, vous allez d'un pays à l'autre, il n'y a pas besoin de montrer votre carte d'identité. Et de toute façon, les frontières physiques telles qu'elles existaient autrefois n'ont plus de véritable réalité, parce qu'on peut passer par-dessus. Et puis, quand bien même on ne s'y rendrait pas physiquement, on a les moyens d'aller voir ce qui s'y passe par le biais, justement, des moyens de communication. Et puis, ça c'est très en rapport avec Neptune, justement, hein, la notion de migration, c'est qu'il y a une augmentation des flux migratoires. C'est toute la question qui se pose pour l'Occident et puis pour les pays émergents. Effectivement, il y a un grand nombre de personnes qui souhaitent venir s'installer en Occident parce que la vie chez eux est très difficile. Bon. Et puis, bien entendu, il y a l'épuisement des ressources océaniques, notamment en poissons. Vous savez que cette histoire de surpêche, ce n'est pas une invention. Je crois qu'il faut arrêter de manger du poisson, moi, personnellement. Mais c'est que bientôt, il n'y aura plus de poisson du tout. Autant la viande, c'est nous qui l'élevons, nous élevons les viandes que nous mangeons. Voilà. Nous les élevons, nous avons un contrôle dessus. Mais les poissons, sauf dans quelques cas d'élevage, nous en prenons à des ressources qui ne sont pas enrichies par nous.
qui sont appauvris par nous. Absolument. Donc, la ressource animale, elle, est enrichie. C'est-à-dire on améliore la race, on améliore les conditions. Enfin... Seulement, bon, ça pose d'autres problèmes, mais enfin, pour en revenir effectivement aux histoires des poissons, c'est que maintenant, on en arrive à racler le fond des océans avec des filets géants. Enfin, je veux dire, ce qui se passe est absolument... c'est plus que catastrophique, hein, c'est apocalyptique, hein, dans le sens où, pour satisfaire les besoins immédiats, eh bien, on condamne à jamais cette ressource qui est quand même essentielle. Bon, voilà. Et bien sûr, l'épuisement des ressources en eau douce, ce sera le défi majeur, probablement de la seconde partie de ce siècle, mais je pense que nous ne serons plus là pour le voir, donc, ma foi... c'est dramatique quand on pense aux générations d'après. Et puis il y a les modifications du climat qui sont une évidence pour tout le monde, même si bizarrement elles se trouvent niées par des gens qu'on pourrait appeler des négationnistes, et dont les propos sont véritablement délibérément inconscients ou criminels. Bon. Voilà. Donc c'est le principe de dilatation et de dissolution. Dissolution, probablement, des bases de nos sociétés. Donc l'homme, tel Neptune, est présent partout. Il est omniprésent, il exploite les richesses de tous les continents, de tous les océans. L'homme a entièrement recouvert la planète Terre. Voilà. Venons-en maintenant à Pluton. Ah, celui-là, il manquait celui-là. Oui. C'est le troisième larron. C'est le troisième larron, et non des moindres. Vous savez que c'était trois frères, hein, Jupiter, Neptune et Pluton. Eh oui, tout à fait. D'ailleurs, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ces noms ont été trouvés. Regardez, par exemple, si on parle de Jupiter, on a Saturne et Uranus qui sont le père et le grand-père de Jupiter. Et après, toujours à partir de Jupiter, on a Neptune et Pluton qui sont ses frères. Oui. Donc il y a une sorte de logique qui a été suivie, logique familiale. Logique familiale. Alors, en fait, nous sommes dans un monde qui est plutonisé, parce que cet astre au plan symbolique est en train maintenant de produire des effets nettement visible, ce qui n'était pas le cas nécessairement il y a 20 ou 30 ans. Alors, là c'est une liste bien sûr non exhaustive, mais d'abord prolifération de l'énergie nucléaire. Effectivement, cette logique du club fermé des puissances nucléaires ne tient plus, puisque maintenant de plus en plus de pays se sont dotés ou sont sur le point de se doter de l'arme nucléaire, avec tous les risques que ça suppose, évidemment. Et puis, l'épuisement des ressources souterraines. Alors, bien sûr, il y a le charbon, le pétrole, le gaz. On a déjà consommé, je crois, plus de la moitié des réserves de pétrole en quelques décennies. Alors même qu'il avait fallu des centaines de millions d'années pour les accumuler. Donc l'épuisement des ressources souterraines, le monde de Pluton. Et puis on assiste à un phénomène très typique de la marque de Pluton, c'est ce que j'appelle l'oligarchie plutocratique. Alors ça peut sembler très savant. Hein, non, effectivement, le Pluton c'est aussi lié à la question des richesses. De la richesse. Voilà. Oligarchie, ça veut dire le pouvoir aux mains de quelques-uns. Oligopole aussi. Voilà. Oligarque. Oui. Voilà, oligarque. Oligarques, ce sont les patrons des oligarchies, en fait. Oui. Le pouvoir est aux mains de quelques-uns et plutocratique. Alors, plutos dans le sens de riche. Effectivement, le nombre de milliardaires en dollars augmente. Et ce sont eux, en fait, et notamment les dirigeants des grandes multinationales, des grands fonds, puisqu'on appelle ça maintenant des fonds financiers, des fonds d'investissement, ce sont eux qui dictent finalement la politique. Oui.
Donc, ce sont les piliers des marchés, hein, qui font la pluie et le beau temps dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Et donc, évidemment, il s'agit là de quelque chose de très dangereux, dans la mesure où seule la loi du profit existe, au détriment de toutes les autres lois, de toutes les règles qui permettent notamment la pérennité des sociétés. Voilà. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que, bien sûr, l'action de Pluton est une action par essence corruptrice. Mais il n'y a rien de négatif, hein, ce n'est pas un jugement de valeur. Dans ce que je dis, corruptrice dans le sens où le rôle de Pluton est de détruire les structures par l'intérieur. Hein, les faire imploser en quelque sorte. Voilà, jusqu'à les affaiblir en sorte qu'elles implosent. L'excellent exemple, c'est l'écroulement de l'Union soviétique au moment même où Pluton, par transit, passait sur le Soleil de sa fondation. Ah oui. 1917. Novembre, non, dans notre calendrier. La création de l'URSS, c'est plus tard. Enfin, oui, novembre 1917, si on veut. Enfin, l'Union soviétique a été fondée plus tard. Oui, elle a été... Officiellement, elle a été fondée quand même quelques années plus tard. Oui, elle a été fondée, je crois, en 21. Oui. Mais bon... Enfin, sur le Soleil, la révolution, de ce qu'on appelle la révolution d'octobre. Qui est effectivement la révolution de novembre. Voilà. Et puis, il y a cette chose absolument effrayante, à mon avis, hein, c'est les moyens de contrôle des individus. Les caméras. Big Brother. Oui. Voilà, Big Brother. Ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus un rêve. La preuve, parce que moi je filme tous les gens qui passent. Moi, vous êtes un agent. Je suis un Big Brother. Vous êtes un agent de Big Brother, Little Brother. Ce que j'appelle la transparence. Voilà. On ne nous cache rien. Les astrologues doivent se montrer comme... Mais vous avez raison. Et y compris à raconter leurs histoires sentimentales à la télévision. Bon. À leur insu, quasiment. À leur insu. Alors, mais écoutez... attendez, je voulais juste encore ajouter quelques petites choses. Oui, c'est ça. Les caméras, mais les passeports. Vous avez vu que maintenant... Les caméras de surveillance. Les passeports qui deviennent de plus en plus difficiles. Bon, enfin, il faut des règles de plus en plus strictes. Le contrôle dans les avions. Et puis, bien sûr, on peut vous retrouver... oui, le contrôle par les portables aussi. Par les téléphones portables, par Internet. Pardon ? Par Internet. C'est-à-dire, ah oui, on peut... Comment ? Expliquez-moi. Ah ben, on peut savoir exactement sur quel site vous êtes allé. Oui. Ah oui. Oui, sur quel site vous êtes allé. Oui, oui, c'est ça. Qui vous avez contacté par email. Oui. Alors, pour l'instant, tout se passe... Enfin, je l'espère. Et les contenus de vos messages. Et le contenu de vos messages. Tout se passe, bien sûr, aujourd'hui dans une parfaite... dans un parfait respect de la liberté individuelle, mais il suffit qu'on instaure un régime sécuritaire pour qu'on puisse remonter votre cursus et vous accuser de tout ce qu'on veut en fonction des lois édictées a posteriori. C'est-à-dire que les moyens de contrôle aujourd'hui sur les individus sont virtuellement très forts. Et n'ont rien à voir avec les régimes nazis ou soviétiques. Absolument. Paradoxalement, on était beaucoup moins surveillés à l'époque et les gouvernements avaient beaucoup moins de pouvoir qu'aujourd'hui, virtuellement. Absolument. Hein. C'est-à-dire que du temps de la DDR... oui, il y avait toute cette population de dénonciateurs. Voilà, absolument. Il y avait une grande partie de la population. La Stasi qui était employée à contrôler l'autre avec des dossiers, mais des dossiers papier. Aujourd'hui, avec les dossiers informatiques, vous pouvez en savoir beaucoup plus sur beaucoup plus de monde en employant beaucoup moins de personnes. Voilà. Donc, la dégradation irrémédiable de l'environnement. Oui. Et Pluton, en tant que maître du Scorpion, est bien opposé au signe du Taureau, signe de la nature. Oui. Donc effectivement, la dégradation de l'environnement, vous remarquerez que les partis écologistes ont choisi la couleur verte, qui est celle du Taureau. Oui. Voilà. Donc le signe du Scorpion est celui justement qui corrompt, salit,
détruit la nature, mais sans lui laisser de possibilité de renouvellement. Voilà. Et puis, on en est arrivé au point où Pluton symbolise l'infiniment petit, donc l'atome, mais aussi le gène. Enfin, il me semble que Pluton gouverne le noyau. Hein. Qu'il s'agisse du noyau de la matière, c'est-à-dire l'atome, atomos, ce qui ne peut être divisé, et tout autant le noyau de la cellule, et notamment de l'ADN. Et donc, nous en sommes maintenant aux modifications génétiques. Aux manipulations génétiques, oui, absolument. Et c'est une boîte de Pandore qui s'est ouverte au même titre que celle de l'exploitation de l'atome ou des ressources souterraines. Voilà. Donc, nous sommes évidemment dans un monde largement dominé par Pluton. Quelques autres exemples aussi. C'est que, à force d'accorder de la liberté, on a laissé aux gens, et je m'inclus, la possibilité d'aller dans les extrêmes symbolisés par le signe du Scorpion. Quels sont les extrêmes symbolisés par le signe du Scorpion? La sexualité. Maintenant, elle est accessible virtuellement, et pas que virtuellement, du reste, dans toutes ces dépravations, elle est accessible à tous en permanence. La sexualité, l'argent. Ce qui m'a semblé de très mauvais augure, c'est lorsque on a commencé à inciter la population à gagner plus d'argent sans travailler, c'est-à-dire en spéculant. Oui. En spéculant. Ça a été la grande mode dans les années 90. Hein. On a incité le particulier à investir et à s'enrichir, donc à se détourner du travail, même si maintenant, bien sûr, on en revient, mais à mon avis, le mal est fait. Bon, cette idée aussi, donc, du pouvoir totalitaire que confère justement l'argent au mépris de la loi sociale qui maintient la société. Pour moi, Pluton a accompli, enfin, est en train d'accomplir son œuvre, en fait, de désagrégation de ce qui fait le tissu social. Voilà. Donc, évidemment, tout cela est à haut risque. Ce sont des choses qui n'existaient pas il y a 80 ans. Et l'homme, omnipotent, l'homme est devenu effectivement tout-puissant. Donc, c'est dans ces conditions-là que nous abordons la crise actuelle. Oui. Voilà. Alors, je me suis amusé à établir une sorte d'agenda prévisionnel pour les années à venir. Alors, cette conférence, je l'ai faite en juillet 2009. En juillet 2009, maintenant nous sommes en mars 2010, exact. Et j'ai choisi de ne rien modifier. Ah, quand même. Oui, par honnêteté. Oui. Donc, la crise est intervenue en septembre 2008, et j'ai appelé ça période de consolidation. Parce que de septembre 2008 à septembre 2009, il y a eu des mesures financières et politiques qui ont été prises pour essayer d'endiguer la crise. Oui, bon. Nous en sommes là. C'est ce que j'ai appelé période de craquement d'octobre 2009 à mai 2010. Alors, j'ai pensé à une aggravation de la crise économique. On ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Ce que l'on peut dire, c'est que simplement c'est un prolongement de la crise économique. Il n'y a pas de reprise. Et il y a, par contre, des pays qui sont de plus en plus en difficulté, puisque maintenant on parle de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, enfin, un certain nombre de pays, y compris dans l'Union européenne, qui se trouvent en difficulté. Donc le chômage augmente, mais par contre le dollar ne s'est pas dévalué. Mais je pensais qu'il était possible que ça se fasse encore avant l'été prochain. Pour l'instant, c'est l'euro qui baisse. Maintenant, c'est l'euro qui baisse, ouais. Des menaces terroristes, totalitaires ou nucléaires. Alors, terroristes, bon, pas spécialement, mais totalitaires et nucléaires, oui.
totalitaire dans le sens où, comme vous le savez, aux États-Unis est en train de se mettre en place un mouvement réactionnel de droite dure, hein, raciste, et qui refuse en fait l'accession de Barack Obama au pouvoir. Donc il y a une sorte de droite dure, de noyau dur extrêmement inquiétant qui est en train de se développer aux États-Unis. Hein. Et puis nous avons la remontée de l'extrême droite en Europe, que l'on peut constater partout. Là, oui, avec les élections régionales, oui. Voilà. En France, bon, ça se situe autour de 12%, mais quand on regarde la région PACA, c'est plus de 20%. Ah oui, puisque, oui. Alsace, 18%. Donc, on en revient, finalement, à ces votes pour les extrêmes qui font état d'un climat, enfin, qui sont la réponse, finalement, à un climat instauré par Pluton, qui est un climat de peur. Hein, la peur engendre la peur, donc la peur engendre l'appel aux extrêmes qui eux-mêmes répandent la peur, hein, pour faire tous les régimes fascistes. Voilà. Et la menace nucléaire, bien, elle est de plus en plus évidente aujourd'hui, notamment avec l'Iran. J'ai pensé qu'un conflit entre Israël et Iran était très possible, notamment en mai 2010. Et c'est dans 2 mois. Parce que, effectivement, si l'on prend le thème d'Israël, il y a un amas planétaire en Lion et en maison 10, avec Mars, Pluton et Soleil. Or, ces lieux-là seront visités par la marche directe de Mars. À nouveau. Alors, ralentissement des échanges internationaux, pétrole, matières premières. Le prix du pétrole est relativement bas. Bon, ça, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Mais renforcement des politiques sécuritaires en Russie, oui, hein, puisqu'il y a un verrouillage du peu de démocratie qui existait, et un repli de la démocratie dans les pays de l'Union européenne, à commencer par chez nous, hein, de plus en plus, il est question de surveillance, il est question de parquer les gens dans un réseau de lois qui devient de plus en plus contraignant. Voilà. Alors, pour l'année prochaine, la crise économique donc se mue en crise sociale, politique et internationale. Que risque-t-il de se passer l'année prochaine? De juin 2010 à avril 2011, là, je pense qu'on va assister à des troubles sociaux, voire révolutionnaires, et particulièrement chez nous, suivis de répression. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'il y a une conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Bélier, hein, qui est un signe de violence, qui est un signe d'action spontanée, qui vient se placer à l'opposition de Saturne en Balance et au carré de Pluton en Capricorne. Donc on peut en déduire effectivement que le printemps 2011 pourrait avoir quelques rapports avec mai 68. Alors, tout ça peut donner lieu à des tensions très vives entre les pays, avec des conflits, l'éclatement possible de conflits, mais des conflits violents et rapides. Des conflits de quelques jours. Et la période la plus sensible va de juin à septembre 2010 pour ces 4 pays que sont les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Royaume-Uni. Mais pourquoi? Parce que quand on prend les thèmes de naissance de ces 4 États, eh bien, ils sont transités par un des acteurs de la configuration que j'ai montré tout à l'heure. Donc il y a un risque majeur de déséquilibre économique et politique pour les principaux pays du monde d'ici 1 an. Ensuite, il semble y avoir une période d'accalmie de mai 2011 à mars 2012 parce que du fait des rétrogradations,
les aspects les plus violents se résorbent. Se résorbent bien sûr momentanément, puisqu'ils se reforment à partir d'avril 2012. Alors voilà, à partir de là, c'est la grande inconnue, parce que nous sommes en plein dans le carré Uranus-Pluton, hein, qui est, je le rappelle, celui qui a marqué l'avènement du Troisième Reich, hein, et des conséquences que l'on a vues après. Donc il peut y avoir un écroulement des structures économiques et politiques actuelles au profit. Alors ça peut être de forteresses, hein, imagées, enfin c'est une image pour parler de forteresses concernant les différents grands blocs, hein, le bloc asiatique, le bloc occidental, etc. Donc la Chine, pays satellite, États-Unis, pays satellite, la Russie qui fait jeu à part, etc. Donc la période la plus critique par rapport au thème de la Chine, c'est d'avril à novembre 2012, tandis que pour les États-Unis, c'est d'avril à décembre 2014. Je pense qu'il s'agit de l'opposition de Pluton à la conjonction de Soleil et Jupiter des États-Unis dans le signe du Cancer. Voilà. Donc il risque d'y avoir un renforcement des blocs en présence, notamment États-Unis et Chine, et donc c'est là qu'il a le risque majeur de déflagration mondiale. Ou alors, bien sûr, si il y a une prise de conscience suffisante de la part des tenants du pouvoir, ben, à ce moment-là, on va assister véritablement à une transformation, voire même à une disparition progressive des structures des États, hein, en vue d'une société mondialisée vers laquelle, de toute manière, on ne peut nécessairement qu'aller faute de quoi, eh bien, effectivement, on va vers un écroulement gravissime. Voilà ce que je pense. Oui, d'accord. Voilà. Alors, j'ai évoqué l'année dernière une solution. Hein. Effectivement, une chose très remarquable, c'est que ce petit astéroïde, hein, Chiron, voilà, Chiron, va se trouver en conjonction de Neptune pendant quelque chose comme 3 ans. Voilà. Vous voyez que cette conjonction s'est faite déjà il y a pratiquement 1 an, en juin 2009. Conjonction Jupiter, Neptune et Chiron, bon, plus Jupiter. Voilà, si l'on replace cette conjonction-là au cœur de la crise, 1er août 2010, vous voyez que, chose remarquable, cette conjonction est exempte d'aspects dissonants, puisqu'on ne trouve qu'un quinconce et un demi-sextile. Bon. En fait, c'est comme si elle se faisait en dehors du balai des autres planètes lentes. Oui. Voilà. Et si on va jusqu'en janvier 2013, c'est-à-dire encore dans 3 ans, eh bien, on aura toujours en orbe la conjonction Neptune-Chiron. Alors, comment est-ce possible qu'un astéroïde dont la durée de révolution est à peine plus de 50 ans, 50 ou 51 ans, hein, et qu'une planète aussi lente que Neptune, dont la durée de révolution est de 164 ans, donc on est dans un rapport de 1 à 3, comment se fait-il que ces 2 planètes restent côte à côte pendant 4 ans? Oui. Eh bien, pour une raison très simple, c'est que Chiron a une orbite extrêmement excentrique, voilà, et que la période actuelle correspond au moment de son aphélie. C'est-à-dire, c'est le lieu où elle est la plus éloignée du Soleil. Donc, elle va plus loin que l'orbite d'Uranus. Oui, oui. C'est la raison pour laquelle ces 2 astres se trouvent en conjonction pendant à peu près 4 ans. Voilà. Dans les Neptunes, là. De Neptune. Ouais. Alors, peut-être est-ce là la solution, parce que Chiron représente des solutions, mais des solutions très marginales et qui ne sont pas adaptées au grand nombre. Ce sont des solutions pour quelques-uns. Chiron, c'est le Deus ex machina. Ouais. C'est la providence, c'est le salut.
pour quelques-uns, parce qu'il ne s'adresse toujours qu'à quelques-uns. Il ne peut pas avoir, contrairement à Jupiter, beaucoup de disciples. Hein. Alors donc, comment vous traduisez ça? Quelques-uns, ça veut dire quoi? C'est une arche de Noé? C'est quoi? Quelque chose comme ça. Avec Neptune, absolument. Quelque chose comme l'arche de Noé, effectivement. Alors, donc là, j'avais fait un petit tableau. Hein. Chiron, c'est la clé, donc la solution, la porte étroite, la voie alternative et peut-être une guérison. Et Neptune symbolise le lâcher-prise, la spiritualité, l'océan, l'effacement des limites. Donc, on peut peut-être en déduire qu'il y aura l'avènement de structures horizontales, hein, une espèce de conscience mondiale de laquelle pourrait émerger une nouvelle forme de spiritualité, etc. Bon, mais enfin, aujourd'hui, alors même que cette configuration existe depuis plus d'un an, je dois vous dire que ça n'a rien donné, puisque la conférence de Copenhague a été un flop, etc. Il semblerait quand même que Chiron joue un rôle quand même très limité, Oui. et je pense très limité à l'individu. Je le vois de temps en temps agir chez telle ou telle personne, mais Voilà. je m'en sers très peu, Oui. finalement. Donc, oui. Voilà ce que je peux vous dire sur les quelques années qui viennent. Alors, ensuite, j'avais effectivement fait un topo sur ce changement d'air, mais dont tout le monde a parlé. Oui, c'est évident, notamment Samuel Jean Gutenberg, oui. Voilà. Alors, évidemment, c'est-à-dire que, bon, alors écoutez, je voudrais faire quelques observations. Ah oui, je vous écoute avec Super. grand intérêt. Je vous fais une note. Un bureau de 80 mètres carrés. Voilà, très bien. Voilà, donc effectivement, j'ai un certain nombre d'observations, ça me donne l'occasion de faire certaines observations, et notamment, alors, comme ça, un peu en vrac au départ, déjà, visiblement, d'après ce que vous dites, les fonctions uraniennes et neptuniennes sont enfin, ce que vous ne nous avez pas dit, c'est comment se marient ou comment s'articulent ou comment se confrontent ces trois forces. Parce que visiblement, elles ne vont pas toutes les trois dans la même direction. Je veux dire, en tout cas, elles se neutralisent par certains côtés. Ah, je ne pense pas. Non, enfin, je veux dire, uranium, ce que vous avez dit sur Neptune, généralement, on entend souvent que les valeurs uraniennes vont dans un sens et les valeurs neptuniennes dans un autre sens. Oui, mais j'ai montré que les trois astres poussent chacun les événements dans leur propre sens pour donner la situation d'aujourd'hui. Je ne vois pas de contradiction, au contraire, l'un renforce l'autre. Oui, c'est grave, oui, c'est-à-dire que tout est... L'un potentialise l'autre. Oui, oui. Alors, je me démarque totalement de cette façon de faire, pour une raison très simple, c'est que, d'abord, il y a constamment, depuis que l'humanité existe, il y a des mouvements qui vont dans un sens puis dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu la tapisserie de Pénélope, on fait une chose et puis ça se défait, ou le rocher de Sisyphe, c'est le yin et le yang. Donc, sur une période relativement même courte, il y a des forces en jeu. Bon. De la même façon, les affrontements entre les individus et aussi bien entre les États Les peuples sont quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Bien sûr. Et on a survécu à cela, Bien à sûr. telle enseigne qu'à mon avis, c'est même nécessaire, quelque part, à l'humanité. Je suis d'accord avec vous, mais je me permets d'intervenir. Je suis absolument d'accord sur le fait que fait partie de l'humanité cette tendance à l'affrontement. Tout est contenu dans le signe du Bélier, finalement, hein, le premier des signes. Et ce signe montre bien que la tendance première de l'humain, et je dirais même du vivant, c'est de prendre sa place dans le monde au détriment du reste. Hein. La vie est d'abord un combat. Hein. C'est la sélection des espèces. C'est la sélection des espèces, sélection des individus, etc. L'eugénisme même. Tout cela est parfaitement naturel. Oui. Bien sûr. L'affrontement des peuples, tout cela... C'est même souhaitable.
ça permet aux meilleurs ça permet de renforcer, de garder les meilleurs, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que peuple. Bon, sûrement, enfin en tout cas, bon, ce sont les lois de l'histoire en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais, à aucun moment de l'histoire, oui. Les moyens de destruction n'ont été ceux d'aujourd'hui, à aucun moment. C'est sûr, ça c'est une réalité. Vous savez bien qu'on peut détruire le monde à l'espace de 2 heures. Non mais ça, c'est incontestable. Mais de même que demain, il y aura peut-être aussi des extraterrestres qui vont débarquer. Ah non, à part les extraterrestres, on n'en a pas... on n'en a pas encore vu l'ombre d'un. Je sais, j'ai pas dit qu'on les a. Par contre, les arsenaux nucléaires... C'est une épée de Damoclès, monsieur Dustil. C'est une épée de Damoclès, mais ce qui m'inquiète beaucoup, dans le cadre de ce carré entre Saturne, les États, hein, les autorités étatiques, et Pluton, les armes nucléaires, et ce qui m'inquiète encore davantage dans ce carré entre Uranus et Pluton, c'est que Uranus symbolise le déclenchement d'événements soudains comme obéissant à une pression